l'empereur Luitpold Ier a rendu l'âme il y a peu. La monarchie élective, adoptée par l'Empire il y a fort longtemps, rend toute forme de crise de succession hautement improbable, puisque légitimement quasiment directement le nouvel empereur dès son couronnement. N'ayant jamais vécu de succession à cette échelle de mon vivant, je ne peux cependant m'empêcher de me demander si cela sera réellement le cas. Je me prénomme Karl Franz, et je viens d'hériter du titre de prince électeur du Reichland, une des provinces centrales de l'Empire, tant administrativement qu'économiquement. Ce titre, me rendant de facto candidat à l'élection de l'empereur, j'ai reçu en conséquence de son décès beaucoup de missives venant de tout l'Empire, s'enquérant, entre autres, de mes envies vis-à-vis du suffrage à venir. De cette manière, j'ai appris que mon père avait tout mis en œuvre pour que je puisse lui succéder, obtenant, en échange de faveurs à la fin de son règne, des promesses de vote pour ma personne. Avec du recul, je suis bien forcé de reconnaître que l'Empire a subi un léger déclin sur la fin du précédent règne, et plus particulièrement notre chère province du Reichland, dont la capitale, Altdorf, n'est plus que l'ombre de ce qu'elle fut par le passé. Souhaitant redresser cette situation, et ne pouvant m'empêcher de voir un lien entre le ralentissement économique de l'Empire de ces dernières années et mon gain de partisans pour l'élection à venir, j'ai donc décidé d'assumer les responsabilités de ma famille, et ai donc répondu par l'affirmative à l'ensemble de mes correspondances. Oui, je serai candidat pour le trône d'empereur, mais uniquement dans le but de lui redonner sa gloire passée, dans le but d'avoir un empire prospère et fécond, dans le but de rendre à nouveau le trône digne de Sigmar lui-même. Sans grande surprise, après quelques jours d'attente, mon élection fut annoncée et mon couronnement eut lieu dans la foulée à Altdorf. Mais défiant tous les pronostics, je ne fus élu qu'avec une pauvre voix d'avance sur le deuxième prétendant, le prince électeur du Wissenland. Avec ce résultat, il était évident que certains princes n'avaient pas respecté leur parole donnée à mon père quant à l'élection. Pour mon fidèle ami et proche conseiller, Gustav Warner, il ne fait aucun doute que quelque chose se prépare dans les coulisses de la cour. Les princes ayant été convaincus de changer leur vote doivent avoir obtenu des quantités malsaines de richesses, ou des promesses qui dépassent l'entendement, autrement ils n'auraient jamais trahi la parole donnée à un défunt héritier de Sigmar. Au vu de la situation économique du Wissenland, il paraît peu concevable qu'Eben von Lipwitz ait parvenu à lui seul un tel tour de force. Aussi, l'hypothèse la plus probable est qu'un troisième acteur fortuné soit tout simplement derrière lui. Étant donné qu'un prince électeur aurait vraisemblablement plus supporté sa cause personnelle, nous parlons donc ici probablement d'un acteur noble de deuxième rang, ou alors externe à l'Empire. Je dois avouer que, à l'heure actuelle, je suis bien incapable d'estimer ce qui serait le pire dans l'immédiat. Chargeant mes agents de faire la lumière sur ce mystère, je décide de m'atteler à un inventaire du Reichland et de l'Empire dans son ensemble. Je découvre que la mort de mon père a accéléré un phénomène déjà débuté durant la fin de son règne, une prise d'indépendance administrative des différentes régions. Si ces dernières ne quittent pas officiellement le giron de l'Empire, bien sûr, elles ont cependant réussi à obtenir un statut d'autonomie qui, dans les faits, leur donne quasiment à tous le statut de royaume indépendant sans aucun compte à rendre au pouvoir central. Même s'il a toujours été dans le sens de l'Empire d'avoir des provinces semi-autonomes, les différents princes électeurs semblent avoir profité et obtenu, en échange pour certains de leur voix pour mon élection, bien plus en termes d'indépendance que ce qui devrait être possible. Mes obligations en matière de politique interne se devront donc d'être concentrées sur ce problème en priorité. Les affaires externes ne sont cependant pas en reste. La menace des vampires de la famille des Von Karstein en Sylvanie semble plus réelle que jamais, avec des échos faisant état de légions de zombies et squelettes étant réanimés sans relâche par ces derniers depuis quelques mois. Une mauvaise nouvelle n'arrivant jamais seule, on me signale également le réveil des adorateurs de Nurgle, dans la partie nord-est de l'Empire, qui semble avoir pris le contrôle des monts du milieu, situés au loin dans la partie nord de la province de Hochland. La situation semble cependant sous le contrôle du prince électeur, qui assure que tout est maîtrisé et qu'un assaut sera lancé très bientôt contre la forteresse des Fécondés. De plus, une armée se rassemblerait à Marienburg, capitale de la province de Westerland ayant fait sécession de l'Empire il y a de cela quasiment un siècle. Nos relations avec ces derniers étant assez difficiles à définir, nous sommes dans l'impossibilité de prédire le but d'un tel enrôlement, même si une attaque frontale contre l'Empire semble tout de même plus qu'improbable. Enfin, on me rapporte que les raids venant des barbares Norska ont redoublé de violence dernièrement,
et semble mettre à mal les côtes nord de l'Empire des provinces de Nordland et d'Ostland. Je pensais que ma première tâche serait de rétablir la centralisation du pouvoir impérial, profitant justement de la situation actuelle pour pouvoir laisser chacune de ces menaces être traitées par les provinces limitrophes respectives. Mais c'était sans compter sur un événement des plus troublants, qui allait se dérouler directement dans ma chère province de Reichland. Un noble, provenant de la ville d'Eilhart, du nom de Hans Frankenwürter, fit sécession du Reichland, avec pour objectif d'obtenir mon titre de prince électeur. Il réussit, par je ne sais quel tour, à obtenir le soutien du reste des villes du Reichland, m'isolant ainsi au sein de la ville d'Aldorf. L'Empire devra donc attendre que je gère cette infecte faction séparatiste et que je rétablisse mon autorité complète au sein de ma province. Mais ainsi soit-il. Après avoir ordonné le début de travaux urbains importants à Aldorf et rassemblé une petite armée de mes plus fidèles partisans, je partis directement sur la route de Grunburg, au sud-est, à la rencontre de la principale force des rebelles, commandée par un certain Helmut Ludenhoff. Après quelques jours d'exploration avant la bataille, mes mercenaires étaient revenus vers moi avec des indications sur une petite colline entourée de murs rocheux qui ferait une position idéale pour combattre l'armée ennemie à l'aide de mon infanterie. Bloquée ainsi dans ce goulot, l'opposition serait privée de toute liberté de mouvement. Cela laisserait ainsi le champ libre pour ma cavalerie, située sur un autre pan de la colline, de fondre directement sur les tireurs ennemis. Il ne restait désormais plus qu'à faire en sorte que Helmut se décide à lancer un assaut frontal sur la dite colline. Pour l'attirer dans cet étau, je décidai de me servir du relief pour cacher l'ensemble de mon armée de la vue du camp adverse, espérant ainsi apparaître plus faible que nous ne l'étions en réalité. J'ordonnai alors à mes mortiers, que j'avais pris soin de positionner en contrebas de mon côté de la colline, de commencer à bombarder les positions ennemies. Mon but était de mettre suffisamment de pression pour que les rebelles décident de prendre le chemin le plus court vers mon artillerie et tombent donc dans mon infanterie, les attendant de pied ferme au sommet de la colline. Mes bataillons s'avancèrent en haut de la grande pente que les rebelles étaient en train de gravir au moment du point de non-retour. À cet instant précis, reculer pour les rebelles aurait pour conséquence d'exposer leur dos à d'innombrables volées de balles de mes mousquets et signifierait donc une défaite rapide pour Helmut. Au même moment, mes fidèles Reichsgarde se lançaient à bride abattue par un autre flanc de la colline en direction des arbalétriers laissés seulement en présence d'un pauvre bataillon de lanciers qui serait donc facilement contourné. Non, Helmut n'avait pas le choix. Il devait tenter le tout pour le tout et décida donc de foncer droit dans mes murs de boucliers. Si la bravoure et l'habileté dans l'art martial d'Helmut ne faisaient aucun doute, je ne peux, de toute évidence, pas en dire autant de son talent stratégique. Il avait pris la décision de se lancer avec l'ensemble de ses soldats, de toutes ses forces dans mes lignes, combattant au rythme des obus de mortier déchiquetant ses rangs. Même s'il haranguait ses troupes du mieux qu'il pouvait, la bataille était en train de tourner en notre faveur, à n'en pas douter. Et le bataillon de bretteurs, contournant le gros de ses troupes pour charger droit sur son flanc gauche, enfonça le clou encore plus profondément. Les rebelles réalisaient peu à peu, à force de trébucher sur les cadavres de leurs camarades fraîchement tombés et sur les litres de sang gorgeant la terre désormais boueuse de ce fait, qu'ils ne réussiraient jamais à tenir pareille ligne de front. Les soldats continuaient de pousser, tranchant à tout va, tout membre se présentant dans leur zone de frappe. En première ligne, décrivant de larges coups horizontaux à l'aide de mon croc de dragon, arrachant la vie au moindre misérable ayant le malheur de se trouver sur sa trajectoire, je les encourageais à persévérer. La charge finale des Reichsgarde arrivant sur l'arrière du groupement ennemi eut finalement raison des derniers restes de morale des rebelles. Les échauffourées, bien que d'une brutalité extrême, comme le sont souvent les affrontements fratricides, furent finalement très brèves, et l'inévitable était arrivé. Les rangs ennemis commencèrent à se briser, lançant donc la chasse aux prisonniers pour mes hommes. Quant à Helmut, même si je me dois de reconnaître son habileté au combat, pour les traîtres, aucun pardon n'est possible. Le bilan de la bataille fut extrêmement lourd pour les rebelles, si bien que l'armée, en l'absence d'un général, ne put se reformer et se dispersa dans les bois environnants. N'ayant perdu en tout et pour tout que 12 hommes au cours de ce massacre, je décidai de ne pas tenter de recruter les prisonniers qui, de toute manière, feraient preuve d'une bien piètre loyauté. Non. À la place, chaque prisonnier se vit fixer une rançon sur sa tête. Ceux qui étaient en mesure de la payer purent rentrer chez eux. Je ne peux en dire de même pour les autres, mais nous sommes en guerre civile, et cette isolation d'Aldorf met à mal les coffres de la province. À la suite de cette éclatante victoire, je décidai de presser mon avantage, et me lança dans la foulée à l'assaut du bourg de Grunburg.
Ce dernier est connu pour ses larges pâturages et sa forte production de bovins. Aussi, reprendre cette place serait assurément un coup dur pour l'économie de la révolte. 352. C'est le nombre de vies que la prise de Grünburg nous aura coûté. Je sais que cette guerre civile finira par coûter bien plus de vies humaines, mais je ne peux m'empêcher de rester estomaqué par ce nombre. Hans paiera lorsque je mettrai la main sur lui. Tout est de sa faute. Certains de mes soldats m'encouragent à déverser notre rage sur la communauté fraîchement récupérée, mais je menace quiconque serait pris en train de lever la main sur la population vaincue ou de s'approprier illégalement ses biens d'un mois d'arrêt dans la prison souterraine d'Altorf. Nous sommes ici dans un but de réconciliation, et laisser parler la violence sur des populations innocentes, suivant avant tout les décisions de leur seigneur Lige, n'apporterait rien de bon. Bien évidemment, ces ordres ne concernent pas les seigneurs Lige susnommés. Arrivant au terme de ces 2 premières semaines de campagne contre la rébellion, et alors que j'envoyais à la caserne d'Aldorf une réquisition de 240 breuteurs supplémentaires, l'heure était au bilan. Près de la moitié de la province avait été sécurisée, dont un emplacement économique stratégique fort. 2 victoires éclatantes, pour aucune concession, avaient également été réalisées. Cette rébellion commençait décidément bien mal pour le seigneur Frankenwürter. Priant Sigmar une dernière fois de m'accorder une victoire rapide, il était temps pour moi d'aller regagner des forces. Cette guerre ne faisait que commencer.